Et tout de suite à Madame Anglerot de nous rejoindre. Ça va être un peu dans la suite de cette présentation sur l'Arborie. Et donc, je crois savoir que vous allez peut-être parler aussi de modèles d'organisation, finalement, dans votre sujet d'approche biopsychosociale. Finalement, enfin bon. Alors, je précise quand même, avant que vous laissiez la parole entièrement, que vous êtes docteur en philosophie de la biologie, enfin des sciences et notamment de la biologie, et que vous avez fait une thèse sur l'histoire du concept de cellule à travers l'histoire et en philosophie. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien entre la cellule et Henri Laborie. Enfin, s'il y en a un, vous nous le direz. Et en tout cas, vous avez une demi-heure à peu près. Voilà, merci. Merci beaucoup Philippe Albou pour cette présentation, pour m'avoir invité et à la Société française d'histoire de la médecine d'avoir accepté de me recevoir. En effet, même si je travaille sur l'histoire conceptuelle de la cellule, c'est pas du tout ce dont il sera question aujourd'hui. Ce dont il sera question aujourd'hui, c'est... Est-ce que je peux passer les slides ou... Oui. Ouais, ok. Si ça marche. Ce dont il sera question aujourd'hui, c'est un matériel qui m'a été proposé, voilà. Parfait. Dans le cadre d'un postdoc, super photo sur le côté donc, de Anthony Nicologlou, qui est maître de conférence à l'université de Tours et qui a une ANR sur l'histoire et l'épistémologie de l'expérimentation animale en psychiatrie biologique. Et elle a eu, lors de son recrutement à la fac de médecine en tant que philosophe, elle a été intégrée dans une équipe de l'INSERM, iBrain, qui travaille sur, avec beaucoup de neurobiologistes évidemment, sur des questions de neuropsychiatrie. Et donc, elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment une vraie question du passage du modèle animal, évidemment, au comportement humain dans toutes ces questions donc, d'usage moléculaire. Et donc, elle s'est dit, tiens, allons voir un petit peu, notamment sur le pan historique, parce qu'en histoire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment outre-Atlantique, mais beaucoup moins dans un cadre européen et en particulier français. Et dans ce cadre français, Laborie occupe une place centrale et donc c'est entre autres là-dessus que j'ai travaillé avec elle. Enfin, j'ai aussi travaillé sur ce que ça voulait dire que de combiner un modèle animal et un modèle cellulaire dans une étude scientifique, mais ça c'est pas pour aujourd'hui. Moi, ce qui fait l'objet de ma présence ici aujourd'hui, donc en effet, c'est que j'ai eu la chance de travailler sur Henri Laborie. Donc alors avec Bernard Calvino, on s'est déjà vu plusieurs fois, et donc il m'a raconté comment ça se passait dans son laboratoire. Mais comme on en a un peu conclu ensemble, c'est que Laborie, c'est un peu comme s'il avait eu deux vies. D'abord une vie dans son laboratoire et ensuite une vie tournée dans la communication auprès du grand public. Et c'est aussi de ce fait-là qu'il est extrêmement connu et qu'il a marqué le paysage intellectuel français de la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. On le voit notamment à son laboratoire et à l'hôpital Boucicaut. Donc, comme Bernard l'a expliqué, on peut vraiment le considérer comme un chercheur original avec toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir autour de l'adjectif original, dans le sens où, notamment, les démarches méthodologiques qu'il avait étaient quand même assez peu orthodoxes. Je veux dire, proposer à un stagiaire de dire, ce matériau de base et essaye, moi, de me démontrer tel effet, ça paraît assez contre-intuitif dans la démarche, ou de même, ce passage de top-down pour l'époque déjà est assez novateur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est assez peu orthodoxe, et en même temps, c'est cette sortie des sentiers battus qui lui permettait de faire dialoguer beaucoup de domaines sans pincettes et en tirer beaucoup de conclusions. Vraiment, c'est quelqu'un qui, dans son bureau, avait à peu près des ouvrages sur tout qui traînaient, et ça lui a permis
considéré beaucoup de liens entre les savoirs, qui lui a laissé aussi un espace particulier sur la scène publique. Notamment, il a participé au film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, où dans ce film, Resnais peint des scènes de la vie quotidienne de quelques personnages et examine les rapports de domination sociale par le prisme des idées de Laborie. Et donc, le film est fait de différents types de séquences. Certaines suivent donc la vie des protagonistes, d'autres montrent les expériences comportementales que Laborie a élaborées sur les rats, et d'autres sont des moments où Laborie vraiment parle face caméra. Et il y a aussi des séquences qui font le lien entre les travaux de Laborie en laboratoire et la vie des personnages, en faisant porter aux acteurs des costumes de rats. Donc pourquoi est-ce que je parle de ce film ? Parce qu'il met en scène ce que je voudrais présenter aujourd'hui, à savoir que Laborie prône une approche biopsychosociale des phénomènes pour étudier les relations entre les mécanismes du cerveau et le comportement individuel en contexte social. Donc, les comportements individuels en société sont le résultat d'une recherche de satisfaction, de reconnaissance pour l'équilibre organique, le bien-être de l'individu. Mais cette recherche est régulièrement entravée par le contexte social, par ses normes, par les jugements de valeur, par les rapports hiérarchiques. Et donc, face à cela, l'incapacité qu'a l'organisme à travailler à son bien-être crée à long terme du stress chronique, de l'angoisse et différentes pathologies psychosomatiques comme les ulcères ou l'hypertension. Pour que les individus aillent mieux, Laborie propose de mieux comprendre les mécanismes cérébraux, de comprendre notamment le rôle déterminant des émotions dans la régulation des comportements, pour avoir de nouvelles clés d'action et pour rétablir donc ce bien-être organique. Et c'est l'idée donc, sur laquelle le film de Resnais conclut dans un plan face caméra où Laborie dit, donc je le cite, « Tant qu'on n'aura pas diffusé très largement à tous les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici ça a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change. » Donc Laborie s'appuie sur des recherches expérimentales menées sur le système nerveux central, notamment donc des travaux sur le stress, sur le conditionnement, sur l'inhibition de l'action, il en a été mention. Et il relie ses recherches physiologiques sur le modèle évolutionnaire du cerveau de Paul MacLean, qui est aujourd'hui donc considéré comme extrêmement simpliste et inexact. Mais pour autant, les travaux de Laborie participent à un imaginaire cérébrocentré qui vise à proposer une réflexion plus large sur les effets délétères des normes sociales sur la santé. Cela l'amène à formuler une critique des institutions et des rapports de pouvoir à partir d'un ancrage biologique. Et donc Laborie est pour moi un cas d'étude intéressant parce qu'il témoigne de la forte extension sociétale des recherches sur le cerveau humain dans les années 70 et surtout 80, dans cet espoir d'une meilleure compréhension des phénomènes neurologiques, que cette compréhension permettrait de mieux cerner les comportements individuels mais aussi sociaux, et donc pourrait aboutir à des décisions politiques plus éclairées pour lutter contre ce mal-être psychosocial. Donc ça me semble vraiment un enjeu d'une extrême actualité. Donc, comme je le disais, Laborie a vraiment un souci constant de rendre accessible le propos d'explication des phénomènes biologiques. En témoignent ses nombreux ouvrages, j'en ai mis juste quelques-uns ici, de vulgarisation. L'éloge de la fuite, l'agressivité détournée, la colombe assassinée, etc. Et tous ont à peu près le même schème. Ils débutent par des considérations sur la manière dont on peut appréhender le vivant par rapport au non-vivant. Et ils expliquent la méthodologie cybernétique que Laborie utilise pour structurer ses explications. Et donc généralement, Laborie présente les propriétés du vivant par rapport au non-vivant, notamment sa capacité à maintenir une organisation organique, l'émergence de la structure cellulaire, et ensuite il présente le système nerveux central. Il rappelle, donc je ne vais pas rentrer dans les détails,
c'est connu, que voilà, le système nerveux est constitué de cellules neuronales organisées en réseau, que chaque neurone possède un corps cellulaire, des prolongements spécialisés, que ces neurones communiquent par l'intermédiaire des synapses, par transmission chimique, etc., etc. Bref, vraiment un petit exposé pour commencer à rendre ces bases biologiques accessibles au grand public. Et l'objectif de cette présentation, c'est pour lui de montrer que le cerveau n'est pas un simple circuit de transmission, mais un système dynamique dont l'activité dépend de facteurs internes et externes. Facteurs internes parce qu'il appelle les signaux végétatifs, et facteurs externes par les voies de la sensibilité. Cette présentation du système nerveux central permet à Laborie de mettre en exergue que donc, le cerveau est fait pour l'action. Par sa capacité de perception, de représentation, le système nerveux central commande différents types de comportements qui visent en général à maintenir donc, l'organisation de l'organisme. Donc la finalité pour Laborie de tout organisme vivant est de maintenir cette organisation. Et donc face à un environnement qui est extrêmement changeant, le maintien de cette organisation suppose une adaptation constante. Et le rétablissement donc, de l'organisation passe par l'action et procure en retour à l'organisme une sensation de plaisir et de satisfaction. Et donc, à l'inverse, l'incapacité à rétablir cette organisation procure du déplaisir et de la douleur. Donc le comportement le plus adéquat fait aussi l'objet d'une explication neurophysiologique et neurochimique qui en général, enfin c'est pas systématique mais très très souvent arrive juste après. Par exemple dans La colombe assassinée, Laborie propose une modélisation des comportements à partir de 3 grands systèmes cérébraux, le faisceau de la récompense ou Median Forebrain Bundle, donc le MFB. Ensuite, le système périventriculaire, le PVS, et ce qu'il appelle donc le système inhibiteur de l'action, SIA. Donc le faisceau de la récompense, c'est donc une voie nerveuse qui relie plusieurs structures cérébrales profondes, notamment l'hypothalamus, et c'est l'un des circuits majeurs de la motivation et du renforcement qui fonctionne à partir de neurotransmetteurs comme la dopamine. Lorsqu'un comportement lorsqu'un comportement permet de satisfaire un besoin biologique fondamental, comme se nourrir ou obtenir une gratification ou se protéger, ce circuit est activé. L'information du succès est mémorisée, ce qui augmente la probabilité que le même comportement soit reproduit dans le futur. Et donc c'est la base du renforcement comportemental qui fait l'objet d'expérimentations sur les rats dans le laboratoire de Laborie. A l'inverse, lorsque l'action ne permet pas d'obtenir la récompense espérée ou qu'elle échoue à éviter la menace, d'autres circuits rentrent en jeu. C'est le cas donc du système périventriculaire que Laborie décrit comme un réseau impliqué dans les réponses de défense face à une agression ou à une douleur, et il est associé à des neurotransmetteurs comme l'acétylcholine. Et ce système active des comportements de fuite ou de lutte, des formes d'agressivité défensive qui visent à rétablir un équilibre face à la perturbation de l'environnement. Et oui, si ce comportement réussit, aboutit, alors cette action va être renforcée via le système de récompense. Et donc, Laborie insiste ensuite sur une troisième possibilité, qui est que quand la fuite n'est pas possible et quand la lutte non plus n'est pas possible ou inefficace, il va y avoir une inhibition comportementale. Il appelle cela donc le système inhibiteur de l'action. Et ce système est activé donc quand l'individu est incapable d'agir face à une situation perçue comme inéluctable, ce qui conduit à une forme de blocage de l'action. Et il associe ce système à des structures impliquées dans la mémoire et les émotions. Et donc ça aussi, ça fait l'objet donc, de plusieurs cadres expérimentaux dans son laboratoire, toujours avec des rats. Cette structuration donc, du système nerveux en différents systèmes est le résultat pour Laborie d'adaptation évolutive. Et pour ce faire, il s'appuie explicitement sur les travaux de Paul McNeil, en particulier sa théorie donc, du cerveau triunique, donc, qui, même si elle est dépassée, lui permet de proposer une explication évolutive du fonctionnement cérébral humain. Donc, selon McLean, le cerveau des vertébrés supérieurs et notamment celui des mammifères serait organisé en 3 grandes strates successives qui correspondent à 3 étapes
de l'évolution, le cerveau reptilien, le système limbique et le néocortex. Et chacune de ces strates correspond à un type spécifique de comportement. Le cerveau reptilien, considéré comme le plus ancien, donc comprend des structures comme le tronc cérébral et serait le siège de comportements instinctifs qui répondraient à des besoins fondamentaux. Ensuite, le système limbique propre aux mammifères entoure le cerveau reptilien et regroupe des structures comme l'hippocampe ou l'hypothalamus, et ces structures expliqueraient son rôle central dans la gestion des réponses émotionnelles, en particulier dans les états d'alerte, de stress, et seraient aussi utilisées dans les processus de mémoire à long terme. Et enfin, le néocortex, qui se serait développé de manière particulièrement marquée chez l'humain, et sa fonction centrale pour Laborie réside dans sa capacité à imaginer, à créer des associations originales, une représentation mentale de l'environnement, et qui, là, pour le coup, est assez indépendante des automatismes biologiques. Et ce niveau permettrait donc une adaptabilité plus fine, mais il reste influencé par les couches plus anciennes du cerveau. Donc, cette modélisation en 3 systèmes est donc fondée sur une explication donc évolutionnaire, permet à Laborie de construire une théorie du conflit psychique, fondée sur une interaction entre les différentes couches héritées de l'évolution. Donc voilà, le cerveau reptilien centré sur le présent pousse à l'action immédiate dès qu'un déséquilibre ou une simulation se manifeste. Le système limbique, par contre, conserve la mémoire des expériences passées, intègre des apprentissages sociaux, et donc il mémorise les récompenses, les punitions, les interdits. Il peut donc s'opposer aux pulsions immédiates qui, elles, sont issues du cerveau reptilien. Donc là, il peut y avoir un conflit. Et enfin, le néocortex, qui lui donc est capable d'abstraction, permet à l'individu de prendre conscience d'un problème, mais sans nécessairement pouvoir agir sur les causes profondes. Et donc, il en résulte parfois une forme de souffrance mentale qui peut être refoulée ou devenir chronique. C'est un autre type de conflit psychique. Donc, dans cette dynamique conflictuelle entre cette pulsion d'agir immédiate, le souvenir des interdits et des jugements, de la punition, etc., et la prise de conscience qui peut rester, elle, impuissante, face à cette dynamique conflictuelle, c'est dans ce contexte-là que surgit l'inhibition de l'action. L'individu ne peut pas agir pour satisfaire son besoin biologique de rééquilibrage de la structure physiologique, et cette impossibilité d'agir à la fois comportementale ou symbolique déclenche des réponses physiologiques de stress. Laborie insiste sur le fait que ce mécanisme est complètement inconscient, mais qu'il a des effets vraiment très concrets sur l'organisme, qui peut se traduire en troubles cardiovasculaires, en déficience immunitaire, en problèmes digestifs, ou prendre aussi d'autres formes comme la dépression ou des formes de désengagement sociaux. Cette inhibition, à cette forme d'inhibition, Laborie ajoute 2 autres situations typiques, à savoir la première, c'est quand on manque d'informations, il y a un déficit d'informations. Lorsqu'un événement survient, mais que l'individu ne sait pas trop comment l'interpréter, ne peut pas donc anticiper les conséquences, il ne peut pas agir efficacement. Et il entre alors dans un effet d'attente sous tension, où il est biologiquement prêt à répondre, mais privé de tout cadre décisionnel. Et la deuxième situation, qui là au contraire résulte d'un excès d'informations, c'est particulièrement le cas selon Laborie dans nos sociétés contemporaines, où les individus sont constamment exposés aux flux d'informations permanents, qui sont souvent angoissantes, et sur lesquels on n'a aucun pouvoir d'action immédiat. Et cette surcharge sensorielle et cognitive produit une forme de paralysie, dans le sens où on voit ce qui se passe, on en est affecté, mais on ne peut rien faire dans l'immédiat. Face à cette impuissance, les humains cherchent naturellement donc à réduire l'angoisse. Et selon Laborie, l'un des moyens les plus puissants qu'ils mobilisent pour cela, c'est l'adhésion à un système de croyances. Ce système de croyances peut être une idéologie, une religion, un ensemble de valeurs. Enfin, le principal, c'est qu'ils fournissent une structure stable, un cadre qui permet de mettre de l'ordre dans tout ce monde qui est en désordre. Et ces croyances jouent finalement un rôle de filtre, parce qu'elles évitent de réfléchir à chaque nouvelle situation. Elles disent à l'avance ce qui est bien ou mal.
ce qui doit être fait ou ce qui doit être évité. Et donc, voilà, elles ont cette fonction de filtre cognitif qui classe les événements dans des cases connues et qui donc dit case connue, dit case rassurante et donc moins d'angoisse. Or, tout le problème est que si ces systèmes de pensée soulagent, c'est au prix de l'esprit critique, de l'usage de l'esprit critique. On agit dans le monde non plus en fonction de ce qu'on en comprend, mais en fonction de ce qui est déjà codé dans le système de représentation qu'on utilise. Or, dans nos sociétés fondées sur le capitalisme et la productivité, cette fonction des croyances est non seulement présente, mais elle est complètement instrumentalisée. Car l'angoisse ralentit la production. On peut aussi pousser à la remise, il peut aussi pousser à la remise en question. Alors tout est fait pour canaliser cette angoisse et la refouler par les idéologies dominantes, par la publicité, par le divertissement de masse, par les récits rassurants, etc. En effet, pour être un peu plus précise donc, sur cette idée et sur cette idée d'imbrication entre biologique et social chez Laborie, Laborie explique bien qu'un organisme s'est constitué donc, de sous-systèmes qui ont tous une finalité commune, à savoir donc, le maintien de la structure, c'est ce que je disais. Or, cet organisme, cet individu, il est lui-même inclus dans un groupe social qui va lui-même faire partie d'un autre groupe social, etc., jusqu'à l'espèce. Et dans une telle configuration, l'organisme et l'ensemble de l'espèce ont la même finalité, à savoir survivre, maintenir cet établissement de la structure. Pourquoi ? Parce que ce maintien de l'établissement de la structure, c'est ce sentiment de jouissance, de plaisir et de rétablissement continu d'une forme d'équilibre. Mais pour parfaire cette délinéation des ensembles, il faudrait que tous les groupes sociaux concourent aussi à cette finalité commune de survie de la structure. Or, il faut que chaque niveau d'organisation n'ait pas une ascendance, un rapport de pouvoir avec l'autre, mais que chaque niveau s'associe pour que l'ensemble fonctionne de manière harmonieuse. Pour Laborie, c'était le cas dans certaines sociétés primitives. Mais dans nos sociétés modernes, des rapports de domination ont été instaurés. La question réside dans cette disjonction donc, des finalités entre l'individu et les différents groupes sociaux. De manière générale, la finalité fondamentale de l'organisme donc, reste ce maintien de l'équilibre. Or, si dans le même espace se trouvent des êtres et ou des objets pouvant faire l'objet de gratifications du même type, recherchées par différents individus, il s'établira une lutte qui aboutira dans l'établissement de hiérarchie selon le succès ou non pour obtenir la gratification. Le dominant, celui qui sortira vainqueur de la lutte, sera en haut de la hiérarchie, aura pu répondre à ses besoins et pourra donc maintenir son état. Et à l'inverse, celui qui en ressort perdant, le dominé, mettra en jeu le système inhibiteur de l'action pour éviter les punitions que le dominant peut lui infliger. Et donc là, dans ce cas-là, le dominé fera l'expérience de l'angoisse avec tout le lot de souffrances organiques que ça peut engendrer. Donc chez les humains, la maîtrise du langage, la capacité d'abstraction ont institutionnalisé des règles de dominance et leur ont fait prendre d'autres formes que le seul rapport de confrontation de la force physique. Et donc dans nos sociétés modernes, l'établissement de la production de marchandises, de la propriété des moyens de production, du capital que ces moyens permettent d'accumuler et la hiérarchie professionnelle et tout son lot de valeurs qui en découlent sont autant de leviers à l'établissement de rapports de dominance au sein des groupes sociaux et entre les différents groupes. Se met donc en place l'idée que la survie des groupes n'est possible qu'en établissant leur dominance sur d'autres groupes au détriment donc des autres. Et donc le dominant, le groupe social dominant, met en place cette domination et les conditions de sa perpétuation pour maintenir sa structure. Voilà, c'est pour un peu plus développer. Dans cette configuration, donc, où voilà, il y a des rapports de domination qui s'installent, que l'on se situe à l'échelle de l'individu, du groupe social ou de l'espèce, à chaque fois, c'est la recherche de gratification engendrée par la reproduction constante de l'équilibre entre les sous-ensembles qui anime la démarche. On voit ça selon Laborie, dès la naissance du nouveau-né, avec la mémoire des actes gratifiants, des punitifs, l'intégration des interdits parentaux puis socioculturels, etc., etc.
Donc, en établissant un rapport de domination, le niveau du groupe social désarticule le biologique, s'occupant de fonctions du social, devenant donc là l'objet de jugements de valeur, dépendant d'une époque et d'un contexte social donné. Et donc, si l'angoisse est dans ces configurations-là est finalement canalisée ou refoulée, elle n'est pas pour autant résolue. Donc, Laborie note que face à cette angoisse non résolue, elle peut se trouver différentes formes de substitution. D'abord le suicide, comme acte limite, socialement marginal, mais que Laborie considère comme toléré parce qu'il ne menace pas la cohésion globale du groupe. L'agressivité ensuite défensive, qui n'a pas toujours pour but de vaincre l'obstacle, mais de rétablir une action minimale, même inefficace, qui restitue au sujet une sensation d'existence. La névrose, comme langage du corps lorsque la parole est empêchée. L'imagination ensuite qui peut constituer un socle à partir duquel il est possible de vivre. Et cette fuite par l'imagination peut prendre des formes variées, comme la toxicomanie, l'alcoolisme, la psychose, etc. Et toutes ces formes ont en commun de détourner l'individu d'un environnement qu'il ne peut ni transformer ni supporter. Certaines pratiques contemporaines, comme faire du sport ou aller manifester dans la rue, permettent une réactivation partielle de l'action. Et selon Laborie, elles fonctionnent comme des formes de tranquillisants non chimiques, pour rebondir sur ce que Bernard Calvino disait. Parce que là, elles rétablissent l'équilibre individuel, toujours, mais sans remettre en cause l'ordre collectif. Finalement, Laborie propose de reconnaître les automatismes invisibles pour ce qu'ils sont, et, à défaut de les supprimer, de les réarticuler dans de nouvelles associations. Et ces nouvelles associations qui permettront de penser autrement et de s'émanciper des structures mentales imposées par la société. C'est pour ça que c'est très très important pour lui de comprendre comment est-ce que ça fonctionne biologiquement et comment est-ce que le biologique impacte le social, parce que si on arrive à comprendre comment les choses fonctionnent, à partir de là, on va pouvoir reconnaître ces automatismes et pouvoir les réarticuler différemment. Ce processus est le prolongement direct de son idée d'inhibition de l'action, car tant que l'individu est piloté par ces automatismes, il ne peut pas comprendre la source de ses conflits internes et il ne peut pas les dépasser. Et qu'il agisse ou pas, le problème c'est qu'il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il agit ou non. Et s'il existe une issue, c'est dans une connaissance lucide de ces mécanismes, un effort de compréhension des automatismes qui nous gouvernent pour rétablir autant que possible la possibilité d'une action choisie et non pas subie. C'est à partir de ça que la phrase de fin donc proposée par Laborie dans le film de René prend vraiment son sens. Donc j'espère qu'on la relit différemment maintenant à la fin de cet exposé, vu le parcours qu'on a fait. Je me permets de la relire. Tant que l'on n'aura pas diffusé très largement, donc vraiment avec cette idée de vulgarisation scientifique de Laborie, à tous les hommes de cette planète, la façon dont fonctionne leur cerveau, donc avec tous les implicites biologiques, la façon dont ils l'utilisent, donc dans les rapports de force de la société moderne, et tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici ça a toujours été pour dominer l'autre, eh bien, à cause de ces problèmes d'accès à la rétablissement de la structure qui crée un bien-être, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change. Donc, juste pour recollecter mon propos, ce parcours à travers donc, la pensée de Laborie, qui finalement est une espèce de recollection des principales idées qu'on trouve dans ses ouvrages de vulgarisation. Je me suis surtout basée sur La Colombe assassinée, mais à peu près tous, vraiment, comme je disais au début, ont ce schéma. Ce parcours aura permis de mettre en avant sa recherche exploratoire ambitieuse pour chercher à comprendre les comportements humains à partir du fonctionnement du système nerveux central. Et pour ce faire, donc, Laborie mobilise une large gamme de savoirs neurologiques, souvent issus de la neurophysiologie expérimentale et de l'organisation fonctionnelle du cerveau, selon les différentes strates évolutives donc empruntées à MacLean. Et si Laborie articule différentes schématisations et différents modèles neurologiques, il met systématiquement en évidence le fait que le cerveau doit avant tout être considéré comme un organe d'action, une machine à agir avant d'être une machine à réfléchir. Et bien, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, merci beaucoup.